la Terre. Mais quel est cet objet carré en bas à droite? Un vaisseau intersidéral? Pas du tout. Après agrandissement, c'est encore la Lune. Autre mystère, cette photo où cette fois, il n'y a pas une, mais deux lunes. On a cherché à expliquer cette anomalie, on a fini par trouver, c'est un reflet dans l'optique de l'appareil photo qui a provoqué cet artefact, cette lune fantomatique qui est en bas. Et les phénomènes trompeurs sont légion. Ces soucoupes volantes sont en fait des nuages qu'on appelle lenticulaires. Voilà un autre cas de confusion, ce sont tout simplement des taches qui se sont glissées sur le négatif au moment du développement. Illusion d'optique, erreur d'interprétation et parfois trucage, grâce au miracle de la technologie, les supercheries sont monnaie courante. Là, par exemple, je vais multiplier le nombre de lunes. Vous voyez, je prends cette lune ici, je la découpe, j'en fais une copie et je vais la coller quelque part. Et la voilà qui apparaît ici. Et si ça ne me plaît pas de la mettre à cet endroit-là, je vais la mettre là ou là. J'ai un cliché dans lequel il y a 3 lunes. De nos jours, il est extrêmement facile de truquer une image, de faire apparaître des ovnis ou toutes sortes de choses. Les moyens d'informatique sont tellement évolués, c'est tellement accessible à tout le monde qu'une image de pratiquement n'importe quoi peut être fabriquée à moindre frais. Maintenant que vous voilà prévenu, exercez vos yeux avertis sur ces images. Elles ont été tournées en Suisse dans les années 70. Des soucoupes volantes aux reflets métalliques planent dangereusement sur les alpages. Cet homme a vraiment de la chance. C'est lui qui a eu le privilège d'assister à toutes ces apparitions venues d'une autre galaxie. Comme c'est bizarre, comme c'est étrange. Et quelle coïncidence, me direz-vous. Et vous aurez raison, pas une de ces images ne résiste à l'analyse des experts. Ce film est riche en éléments qui permettent de dire qu'il est truqué, en particulier les mouvements qui démontrent que c'est un petit objet suspendu à un fil quelque part. La preuve, plus on accélère le film, plus c'est net. L'OVNI décrit des mouvements pendulaires comme s'il était accroché à un fil. J'ai essayé de reproduire, par une technologie très élaborée, quelque chose qui illustre ça. Voici le genre de mouvement qu'on observe, c'est-à-dire un mouvement pendulaire d'une part, et d'autre part, de temps en temps, des petites descentes, des petites montées. Ça prouve que le fil, par un treuil ou à la main, est remonté, redescendu. Ces ovnis ne sont donc que des maquettes, reste à créer une illusion d'optique pour qu'elle s'intègre parfaitement dans le paysage. Une maquette d'arbre ou une branche placée juste devant la caméra crée automatiquement une perspective. On a l'impression que les ovnis sont au-dessus des montagnes, en arrière-plan. Et n'allez pas croire que faire apparaître et disparaître un ovni requiert des pouvoirs extraterrestres. La preuve, même nous, on peut le faire. Un ovni qui disparaît d'un endroit et qui apparaît à l'autre, ça peut s'expliquer par des techniques extrêmement simples. Je vais vous montrer ça. Vous pensez que je suis là? Eh bien non, je suis là. Un trucage à la portée de tous. Vous pensez que je suis là? On ne vous a tout simplement pas montré cette partie-là. Eh bien non, je suis là. Et comme on est vraiment très fort, nous désintégrons notre expert. Ces trucages ont l'air bas de gamme. Ils ont pourtant dupé des milliers de personnes. Grâce à ces supercheries, Billy Meier est devenu le gourou d'une secte. Ses adeptes sont convaincus qu'il a été choisi par les extraterrestres pour les sauver de l'apocalypse. Et pourtant, Billy Meier se défend d'être un manipulateur. La plupart des gens qui m'attaquent ne sont jamais venus me voir en personne. Ils ne m'ont jamais parlé. Ils ont juste repris les conclusions des gens qui m'avaient attaqué par le passé, mais ils n'ont jamais pris la peine de mener l'enquête eux-mêmes. Preuve ultime pourtant des mensonges de Billy Meier, le témoignage accablant de son ex-femme. La vérité, c'est que mon ex-mari a menti à propos de cette affaire d'OVNI. Quand j'ai vu la photo où l'OVNI ressemblait à une pièce montée de mariage, je me suis demandé, mais où ai-je vu cet objet avant? Eh bien, vous voyez, le socle de cette soucoupe, j'ai réalisé que c'était le couvercle d'une poubelle. En comparant ce couvercle à la photo du vaisseau spatial, il n'y avait aucun doute possible. C'était bien le couvercle de ma poubelle. Un couvercle de poubelle en guise d'ovni, ça en deviendrait presque cocasse, comme quoi les plus grandes mystifications sont un jeu d'enfant. Alors en fait, il n'y a pas que les gourous qui sont capables de faire des fausses photos d'ovnis. Il peut même y avoir des enfants. On a eu un cas très précis d'un enfant de 10 ans, il y a une dizaine d'années, qui a envoyé au service spécialisé une série de diapositives prises par sa fenêtre. Pour démontrer de quoi il s'agissait et comment, eh bien, on a été obligé de déployer des trésors d'imagination et de travaux scientifiques pour démontrer en fin de compte de façon absolument rigoureuse que le gamin avait collé des petits faux ovnis sur sa fenêtre de 3 ou 4 cm de long et donc démonter complètement cette histoire.
Si à l'avenir vous voyez un ovni survoler une agglomération, souvenez-vous, les apparences sont trompeuses. À l'heure où les images de synthèse envahissent les films de science-fiction, les trucages passent pratiquement inaperçus. Selon les experts, près de 90% des apparitions d'ovnis sont des erreurs d'interprétation ou des canulars. Alors un conseil, oubliez une fois pour toutes le fameux dicton « Je ne crois que ce que je vois ». Et finalement, le canular qu'on vient de voir, c'est jamais que le vôtre quand vous étiez gamin. Ouais, Hein donc tous les mômes font ça. Ben oui. Dans tous les mots. En tous les cas, celui-là était remarquable parce que l'histoire qu'avait racontée ce gamin tenait tout à fait la route. Et en fait, c'est la gendarmerie, bien évidemment, qui nous avait informé de ces photos. Mais vous l'avez cru un moment, hein? Ah ben, nous, en fait, on ne laisse pas les gens en leur disant immédiatement vous avez fait un canular ou c'est vrai ce que vous avez observé. On les écoute et on fait des mesures, on reconstitue en fait leur histoire. Et là, j'avais pris sur des petits morceaux de papier noir. Au moment où il était avec sa maman, j'ai collé les morceaux de papier noir sur la fenêtre, j'ai pris une photo. Et ensuite, en arrivant donc au laboratoire avec notre expert, on a comparé les deux séries de photos, on s'est aperçu que c'était la même chose. Dommage parce que le scénario tenait bien, quoi. Ah oui, il était remarquable. Il y a une histoire qui a tenu le haut de la rampe pendant longtemps, Juan. Oui, c'était ces fameux cercles de blé en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein, la Chabat, ou tous autour de cette table. Regardez, ces cercles de blé. La photo aérienne qu'on voit là. Voilà, une photo aérienne. Pendant plus de 10 ans, des scientifiques se sont penchés très sérieusement sur ce phénomène. Alors, il y a eu une quantité incroyable de livres, de thèses qui ont été publiées sur la question. Ça fait sourire notre invité. Et en fait, c'était qu'un vaste canular. Au départ, on nous a dit qu'il s'agissait de pistes d'atterrissage pour soucoupes volantes. D'autres disaient que c'était un phénomène météorologique complètement inconnu. Eh bien, en fait, c'était un canular monté par deux retraités britanniques qui s'ennuyaient dans leur village et qui ont décidé un soir pour s'amuser de tracer ces grands cercles de blé en pleine campagne. Donc voilà, et donc c'est vrai que tout le monde a cru qu'il s'agissait d'une soucoupe volante qui était venue se poser à cet endroit. Pourquoi est-ce qu'ils ont des planches là sous les pieds? Ils ont des planches parce qu'en fait, tous les scientifiques étaient extrêmement surpris par l'extrême précision de ces cercles et par le fait que le blé ne soit pas du tout aplati aux alentours de ces cercles. C'est-à-dire que les scientifiques étaient convaincus que des hommes n'avaient pas pu tracer ces cercles. Et en fait, nos deux amis, nos deux retraités britanniques ont utilisé des barres de bois, ils ont accroché des cordes et avec ces barres, ils aplatissaient tout simplement le blé pour tracer ces cercles. Combien y a-t-il de photos parmi toutes celles qui ont été prises, et Dieu sait qu'il y en a eu, qui tiennent vraiment encore la route aujourd'hui? De tous les cas que vous connaissiez dans le monde, hein? Très très peu, à mon avis, ça tient sur les doigts d'une main. Et je citerai simplement le cas de McMinnville, qui a été une photographie qui a été prise en 1952 aux États-Unis, et également le cas de Lubbock, les fameuses lumières de Lubbock, où là, à 15 jours d'intervalle, des gens de cette ville, donc il y avait énormément de gens, d'observer un phénomène de points lumineux en formation, et qui a été photographié par des témoins. Donc il reste encore un doute, Alain. Ouais, non, mais moi, c'est passionnant. C'est toujours Merci très beaucoup, monsieur Velasco, bravo. Merci d'être venu nous voir. Alors continuons avec les extraterrestres. Vous vous souvenez sans doute bien sûr de l'épisode Roswell, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a 4 ans. Pour la première fois, certains ont cru à ce moment-là à la preuve formelle de l'existence des extraterrestres. Mais l'affaire a tourné court quand on s'est aperçu que ces soi-disant preuves relevaient en fait d'un bidonnage grossier. Regardez vous-même. Souvenez-vous, c'était en 1995. L'autopsie d'un extraterrestre fait le tour de la planète. Une trentaine de chaînes diffusent ce film. Ce document est censé avoir été tourné aux États-Unis en 1947 sur une base américaine à Roswell. Est-ce enfin la preuve de l'existence des E.T. que tout le monde attendait? Est-ce un coup monté? L'histoire défraie la chronique, la presse s'interroge. Nicolas Maillard est l'un des premiers journalistes à avoir enquêté sur cette affaire pour le moins trouble. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de Roswell, en tout cas en France, c'est la marionnette des Guignols, l'extraterrestre de Roswell, et c'est l'autopsie. On ne pense pas du tout à l'affaire qu'il y a derrière. On ne pense pas du tout au fait qu'un jour, c'est l'US Air Force qui a annoncé avoir récupéré une soucoupe volante. Pour mieux comprendre cette affaire, il faut remonter 50 ans plus tôt. Le 8 juillet 1947, la base aérienne de Roswell annonce qu'une soucoupe volante s'est écrasée dans un champ. I was called to headquarters
J'ai été appelé au quartier général. On m'a donné des copies de communiqués de presse qui affirmaient qu'on avait récupéré une soucoupe volante. L'officier de presse doit alors affronter le vent de folie qui s'empare des médias. Cette révélation fait les gros titres des journaux. Il ne s'agit plus de quelques témoins qui disent avoir vu un ovni, mais d'une preuve matérielle. Le soir même, pourtant, le démenti tombe comme un coup près. La soucoupe volante n'était en fait qu'un ballon météo. Pièce à conviction, cette photo diffusée par l'armée. D'où vient cette méprise? Comment des militaires ont-ils pu confondre une soucoupe volante et un ballon météo? Des questions qui resteront en suspens. L'affaire est enterrée pendant 30 ans, jusqu'au jour où Jesse Marcel, l'officier qui a récupéré les débris, lâche le morceau. Jesse Marcel, son premier témoignage, c'est de dire écoutez, moi j'ai un problème, il y a 30 ans, ce ne sont pas des débris d'un ballon de sonde que j'avais entre les mains. On m'a fait dire ça, on m'a fait prendre en photo avec ces débris-là, mais ces débris-là, ce ne sont pas les débris que j'ai eu entre les mains quand je suis allé sur le champ de débris. À partir de ce jour-là, les rumeurs les plus folles vont circuler. Que s'est-il réellement passé sur la base de Roswell en 1947? L'US Air Force finit par sortir de sa réserve en 1994 et reconnaît avoir menti. Ce n'était pas une soucoupe volante, ce n'était pas un ballon météo, c'était un ballon top secret à l'époque, le ballon Mogul, destiné à espionner les Russes. 3 versions contradictoires en l'espace de 50 ans qui jettent définitivement le doute dans les esprits. La moitié des Américains sont persuadés que le gouvernement leur cache la vérité. Une enquête indépendante est alors lancée pour faire toute la lumière sur cette affaire. C'est dans ce climat trouble que la fameuse autopsie fait son apparition. Je crois que le fait que ce film ait si bien marché, qu'il y a eu un tel engouement, le fait qu'il soit, son caractère exceptionnel, c'était le fait qu'il tombait très très bien. Ce film a beau tomber à pic, les experts sont circonspects. S'agit-il d'un document authentique ou d'une mise en scène? Aucun détail n'a été laissé au hasard. Les chirurgiens ont même revêtu des combinaisons anti-radiation. L'élément principal qui tend à remettre en cause l'authenticité du film, c'est la façon dont c'est filmé. Effectivement, au lieu d'être fixe, la caméra se déplace dans la pièce. Une manière de filmer qui n'était pas celle de l'époque et surtout pas celle de l'US Air Force. Il n'y avait aucune caméra qui filmait du dessus, donc de façon stable et fixe, comme c'est censé se faire selon les protocoles de l'armée américaine. Donc c'était quand même un petit peu bizarre pour une autopsie. Mais l'autopsie en elle-même, oui, là tous les gestes étaient authentiques, les instruments étaient authentiques, ils étaient d'époque, le moindre détail était bien travaillé, quoi. Mais d'où viennent ces images? Voici l'homme qui les a vendues au monde entier. Ray Santilli est le patron d'une maison de disques britannique. Un personnage énigmatique qui distillera les informations au compte-gouttes. Pour ne pas passer à côté d'un scoop, les chaînes de télévision diffusent ce film dans l'urgence sans avoir obtenu de preuves sur l'origine de ce document. Ray Santilli, de toute façon, a mené tout le monde en bateau, tous les journalistes en bateau, c'est clair. Il a menti, c'est clair. Quelque part, il avait une petite composante mystérieuse, exactement ce qu'il fallait justement pour que ça fonctionne. Il a très bien géré son affaire comme un homme d'affaires. Ray Santilli a-t-il fabriqué ce film lui-même? C'est en tout cas ce que semble démontrer un autre film d'autopsie. Ce document, le voici. Ce film serait en fait une pré-maquette, une ébauche d'autopsie d'extraterrestres tournée un an plus tôt à la demande de Ray Santilli. Il est de très mauvaise qualité, mais grâce à un éclaircissement de l'image, l'un de ses chirurgiens a pu être identifié. Il n'est pas docteur, il n'a jamais mis les pieds à Roswell, c'est un figurant anglais. On a été contacté par Ray Santilli pour mettre en scène cette soi-disant autopsie. Alors j'ai fabriqué en 24 heures le corps de l'extraterrestre. J'ai commencé par acheter une tête en polystyrène. J'ai ensuite sculpté les reliefs du visage et j'ai recouvert la tête d'une fine couche de latex pour que cela ressemble à de la peau. Une mise en scène avec des figurants carrément amateurs. Le deuxième chirurgien serait en fait un boucher. Quant à la silhouette au premier plan, censé incarner un président impatient, il s'agirait tout simplement du patron de bar du quartier. En 1994, on avait terminé ce premier film. Il était prêt. Et là, Ray Santilli nous a demandé d'en refaire un, plus élaboré, dans une pièce qui fasse vraiment laboratoire. On s'est renseigné pour savoir comment on pouvait fabriquer un corps plus réaliste, mais on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait jamais à temps. Du coup, il s'est adressé ailleurs. Ray Santilli a-t-il confié cette mission à un de ses amis producteurs allemands du nom de Vox Spielberg? Personne n'a pu apporter de preuves irréfutables. Ne reste donc qu'une forte présomption.
Ray Santilli a toujours démenti être le commanditaire de cette autopsie. Aujourd'hui, la supercherie ne fait plus de doute pour les spécialistes. Seule certitude, cette autopsie bidon a décrédibilisé toute l'affaire Roswell. Je crois que le film a jeté le discrédit sur l'affaire de Roswell, complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu un amalgame entre l'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre et l'affaire de Roswell. Et donc, évidemment, le grand public, quand il se retrouve avec l'affaire de Roswell entre les mains, mais c'est une autopsie d'extraterrestre, il conserve ça dans l'esprit. Et le jour où il apprend que cette autopsie est fausse, toute l'affaire s'écroule. Cette affaire est en tout cas devenue un jackpot pour le folklore américain. Roswell est désormais la Mecque des amateurs d'ufologie. Le mythe a survécu. Cette fois, c'est sûr, les extraterrestres sont parmi nous, en chair et en os. Eh oui, Alain. On aurait voulu y croire. Hein. Enfin, déjà à l'époque, on avait un petit doute. Hein. Non, mais en fait, moi j'y crois. Oui. En fait, tout ça est fait pour qu'on n'y croit plus. Alors qu'en fait, le truc est vrai. D'accord. C'est un immense complot. Parce que vous savez qu'ils sont parmi nous. Voilà, moi je crois aux Un Men in soir au Black. fond d'une impasse. Je suis pour les Men in Black. C'est ça, vous les avez vus un soir, David Vincent. Ils sont parmi nous et le cauchemar est déjà commencé. Je voudrais, pour terminer l'émission, comme vous le faites souvent d'ailleurs, Marc, que vous nous fassiez part de quelques-unes de ces croyances. Oui. Par exemple, cette jolie plante que vous avez Oui, devant puisqu'on vous. est dans les objets volants, parlons des sorcières qui volaient sur leur balai. Oui. Et c'était en partie grâce à cette herbe vraiment magique par excellence, la mandragore. La mandragore auquel Quand on la met debout, elle a quand même elle a une allure humaine et on lui prestait vraiment des pouvoirs extraordinaires. Quand on l'arrachait, elle poussait un cri qui tue, donc il fallait prendre beaucoup de précautions, égorger un hibou, faire... Ah oui, ah bon, tiens. Voilà. Je peux. Et alors Elle était censée naître du sperme des pendus, donc on l'accueillait autour des gibets. C'est vrai. Bien sûr. Ah bah ça, on y croyait ferme. Mais ce qui est absolument vrai, c'est qu'elle a des pouvoirs hallucinogènes. Et les sorcières en faisaient des onguents qu'elles se passaient sur le corps et de préférence dans les parties les plus intimes. C'est-à-dire qu'elles mettaient ça sur des manches à balai, qu'elles se mettaient entre les jambes, là où la muqueuse... Et elle volait. Et elle planait sec, ça on peut le dire, et elles avaient vraiment l'impression de voler, et c'est comme ça qu'elles allaient au sabbat. Ça, c'est tout à fait vrai. Intéressant, vous êtes très intéressant comme garçon, vous savez. Pour rester dans le domaine de la sorcellerie et des produits hallucinogènes, pourquoi est-ce qu'il est interdit dans certains pays d'Amérique de lécher les crapauds? Parce que ça pourrait être un prince charmant. Il y a des gens qui aiment ça. Pourquoi? Il y a peut-être des crapauds C'est comme les champignons, ça fait quelque chose Et oui, pour éloigner les autres animaux. Non, ça contient aussi des hallucinogènes puissants, la bufoténine, et voilà, on lèche un crapaud et on plane. C'est pour ça que ça fait partie des ingrédients des sorcières aussi. Il y a beaucoup d'hallucinogènes là-dedans. Des crapauds, il y a des champignons et... C'est ça. C'est bien. Allez, pour terminer, je vous rappelle donc que la cassette des Brickle Girls est sortie il y a 5 jours pour que tous les hommes se mettent au bricolage. Voilà. Et vous allez voir, c'est efficace. C'est pour s'instruire en s'amusant. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous demande d'applaudir Anna Chabat qui était une invitée charmante et très cultivée. Regarde ça. Je vais essayer. Voilà, bonne rencontre avec le crapaud. Merci à tous les quatre. Vous avez été formidables comme d'habitude. Merci au public qui était avec nous jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. À très bientôt. Et rendez-vous en l'an 2000. Au revoir à tous. Bonsoir.